Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, 15 siècles d'histoire entre l'Europe et le monde islamique. C'est une relation complexe, souvent réduite à l'idée un peu simpliste d'un choc des civilisations. Mais nos sources, et on en a pas mal, des chroniques anciennes, des textes religieux, des récits de voyage, des analyses modernes, elles dessinent un tableau beaucoup plus riche, plus nuancé. On va explorer ensemble les regards croisés, les guerres bien sûr, mais aussi, et c'est important, les échanges très intenses sur tous les plans, le commerce, les idées, la diplomatie. Notre but, essayer de dégager les points essentiels de cette longue histoire pour mieux comprendre ses méandres, quoi. Allez, c'est parti. Oui, et dès les premiers temps, les sources nous montrent des justifications pour les conquêtes qui se font un peu écho, mais avec des logiques bien distinctes. Alors côté musulman après Mahomet, le concept de djihad, il évolue avec l'expansion. La distinction qu'on ne trouve pas comme ça dans le Coran initial, elle se forge progressivement entre le Dar al-Islam, disons la maison de l'islam, et le Dar al-Harb, la maison de la guerre, le territoire à soumettre. D'ailleurs, certains versets coraniques qui appellent plutôt à la paix sont parfois réinterprétés comme datant d'une période où la communauté était faible, et donc abrogés par des versets plus guerriers apparus plus tard. D'accord. Et côté chrétien, comment on justifie la guerre à ce moment-là? On trouve aussi des arguments théologiques et juridiques pour l'usage de la force, surtout contre ceux qui sont vus comme hérétiques ou schismatiques. Au XIIe siècle, par exemple, un juriste comme Gratien, il s'appuie énormément sur saint Augustin. Et Augustin, bien avant, il avait justifié l'action armée de l'Empire contre les donatistes en Afrique du Nord. Donc l'idée n'est pas neuve. En fait, dès l'Empire romain tardif, l'hérésie s'était vue comme un crime très grave, quasiment une trahison envers l'empereur et l'ordre établi. Mm. Et l'islam lui-même, comment il est perçu au début par les chrétiens? Parce que les premières visions sont assez étonnantes, non? Ah oui, tout à fait. Jean Damascène, par exemple. C'est intéressant parce que c'est un fonctionnaire chrétien qui vit sous les califes omeyyades au 8e siècle. Et lui, il décrit l'islam un peu comme une sorte d'hérésie chrétienne, un mélange d'éléments juifs, chrétiens et d'inventions propres, selon lui. Une hérésie. D'autres vont encore plus loin, j'imagine. Oui, d'autres, comme l'auteur de ce texte un peu étrange, l'Apocalypse du pseudo-méthode, y voient carrément un châtiment envoyé par Dieu pour punir les péchés des chrétiens. Et il insiste pas mal sur les péchés sexuels d'ailleurs, c'est assez récurrent dans ce type de littérature. D'accord. Et la figure de Mahomet dans tout ça? Ah ben, Mahomet, son image est très négative, c'est clair. Théophane le Confesseur, qui est un chroniqueur byzantin du 9e siècle, le présente comme un faux prophète. Il reprend une histoire selon laquelle il aurait été sujet à des crises d'épilepsie et qu'il aurait fait passer ça pour des visions divines. L'image va parfois jusqu'à en faire un précurseur de l'Antichrist. Oui, et puis il y a cette idée complètement folle qui a circulé pendant des siècles en Europe, que les musulmans seraient des païens qui adorent des idoles. C'est quand même incroyable, c'est tout le contraire du monothéisme très strict de l'islam. C'est vrai, c'est paradoxal, Mais on trouve le nom Mahomet déformé en Mahon, Mahomet, utilisé pour désigner des idoles païennes dans les chansons de geste par exemple. On le voit même sur des cartes hyper célèbres comme la Mappa Mundi de Hereford au XIIIe siècle. C'est dingue, non? Absolument. Et ça montre bien le degré de méconnaissance ou de déformation volontaire. Certains textes arrivent même à le présenter à la fois comme un homme, un prophète faux, bien sûr dans leur esprit, et en même temps comme une idole qu'il aurait lui-même fabriquée. Oui, ça défie la logique. Oui, c'est une construction imaginaire très forte. Et cette différence de regard, elle se voit aussi dans la façon de concevoir le monde, la géographie par exemple. Prenez la géographie au XIIe siècle. En France, celle duc de Saint-Victor, elle est d'abord théologique. Son but principal, c'est d'aider à comprendre la Bible, l'histoire sainte. D'accord, une géo au service de la foi. Exactement. Alors que la géographie arabe de la même époque, elle, est beaucoup plus pratique. Elle est nourrie par les besoins de l'administration d'un vaste empire, par les récits de voyageurs, les marchands. Elle vise une connaissance utile du monde connu. Deux visions du monde assez différentes donc. Et pourtant, ça n'empêche pas les échanges intellectuels. C'est ça qui est intéressant. Absolument pas. Au contraire, c'est même une période d'échange intellectuel très intense, surtout à certains endroits et à certaines époques. Pensez à Bagdad, dès le 9e siècle, avec la fameuse Maison de la Sagesse, le Bayt al-Hikma. C'est un centre incroyable, où on lance un immense projet de traduction. On traduit quoi principalement? On traduit la science et la philosophie grecque. Aristote, Ptolémée pour l'astronomie, Galien pour la médecine, mais aussi des savoirs perses, indiens, tout ça est traduit en arabe.
Et ce qui est fascinant, c'est que c'est souvent par ces traductions arabes et les commentaires qui les accompagnent, je pense à Averroès et ses commentaires sur Aristote, que l'Europe occidentale va redécouvrir une partie de son propre héritage antique. Ah oui, via l'Espagne musulmane et la Sicile normande notamment. Exactement, ce sont des points de contact cruciaux. Et la médecine arabe aussi, qui était très avancée pour l'époque, fusionnant les traditions grecques, perses, indiennes, elle a beaucoup influencé la médecine en Occident. Mais bon, malgré ces échanges, cette histoire, c'est aussi, et peut-être surtout, dans l'imaginaire collectif, celle de grandes confrontations militaires. On ne peut pas passer à côté. Non, bien sûr, c'est une dimension essentielle. Il y a l'Espagne, avec ce qu'on appelle la Reconquista, vue par les royaumes chrétiens du Nord comme la restauration légitime d'un ordre ancien face à des usurpateurs. Il y a les croisades en Orient, bien sûr, où les chroniqueurs chrétiens décrivent souvent l'ennemi comme des païens. On retrouve cette idée qu'il faut convertir ou plus souvent exterminer. Et puis, plus tard, l'expansion ottomane en Europe. Ça a dû marquer les esprits durablement. Énormément. Il y a des moments clés, des chocs, la bataille de Varna en 1444 où une armée croisée est écrasée, et surtout évidemment la prise de Constantinople en 1453. C'est un traumatisme immense pour la chrétienté, la fin symbolique de l'Empire romain d'Orient. Mais pour les Ottomans, c'est l'accomplissement d'un rêve, la réalisation d'une prophétie. Et puis, il y a les deux sièges de Vienne, en 1529 et 1683, qui marquent un peu l'apogée et ensuite le début du reflux de cette avancée ottomane en Europe centrale. Quand on parle de frontières à cette époque, on imagine souvent une ligne de front très nette, très militaire. Mais c'était sans doute plus complexe que ça, non? Ah oui, tout à fait. La frontière, ce n'est pas juste une ligne sur une carte ou un champ de bataille permanent. C'est un espace de vie, un espace particulier où se développent des sociétés spécifiques, souvent en miroir. Côté chrétien, en Europe centrale par exemple, on a les Hajduk hongrois ou les Uskoks croates. Ce sont des sortes de miliciens, soldats paysans irréguliers, qui vivent de la défense mais aussi de raids chez l'ennemi. Et de l'autre côté, on trouve des équivalents? Oui, côté ottoman, on trouve par exemple les martelos. Ce sont souvent des chrétiens locaux d'ailleurs, qui servent le sultan comme troupes auxiliaires dans les régions frontalières, ou les hazabs, des troupes légères. Et ces groupes des deux côtés, ils se ressemblent parfois étonnamment, dans leur organisation, leur mode de vie, leur rôle ambigu entre défense locale et banditisme organisé. Un effet miroir. On retrouve ça ailleurs, par exemple en mer? Oui, très clairement, avec la piraterie en Méditerranée, c'est un phénomène majeur pendant des siècles, aux corsaires barbaresques basés en Afrique du Nord, Alger, Tunis, Tripoli, qui attaquent les navires et les côtes chrétiennes, y répondent les corsaires chrétiens. Les plus connus sont les chevaliers de Malte ou ceux de l'ordre de Saint-Étienne basés en Toscane. Eux aussi, ils capturent des navires, du butin et surtout des esclaves musulmans. L'esclavage, donc, une réalité partagée et brutale des deux côtés. Oui, absolument. C'est une réalité tragique, massive, alimentée par la guerre, les raids, mais aussi un certain commerce. Des milliers de chrétiens finissent comme rameurs sur les galères ottomanes ou barbaresques, ou comme serviteurs. Et inversement, des milliers de musulmans sont capturés et vendus sur les marchés européens, notamment pour les galères de Malte, de Venise ou d'Espagne. Et il ne faut pas oublier non plus la présence d'esclaves d'origine européenne ou africaine dans le monde musulman, parfois dans des rôles militaires très importants. On pense aux Mamelouks en Égypte, qui étaient à l'origine des esclaves soldats turcs ou circassiens et qui ont fini par prendre le pouvoir. Ou aux Sakaliba, les esclaves d'origine slave à Cordoue. C'est fou. Et ce qui est frappant dans tout ça, c'est que malgré cette violence, cette hostilité quasi permanente et affichée, le commerce, lui, il n'a jamais vraiment cessé. Au contraire même, on a l'impression qu'il était florissant. C'est exact. C'est un des grands paradoxes apparents de cette histoire. Le commerce transcende souvent les lignes de conflit. On a des preuves extraordinaires de ça, notamment grâce aux archives de la Djenizza du Caire. Ah oui, cette découverte incroyable de documents dans une synagogue du Caire. Exactement. Des milliers de fragments de documents qui révèlent la vie quotidienne et surtout l'ampleur du commerce juif médiéval. Un réseau qui reliait l'Inde, le Yémen, l'Égypte et l'Europe, via la Méditerranée. On y voit circuler les épices, les textiles précieux comme le linge égyptien très prisé en Europe. Et les marchands chrétiens, ils participent aussi à ce commerce avec le monde musulman? Oh que oui! Les Italiennes sont en première ligne dès le Moyen-Âge. Amalfi d'abord, puis surtout Venise, Gênes, Pise. Ensuite, les Catalans deviennent très actifs aussi. Ils sont partout dans les ports de Méditerranée musulmane, en Égypte, en Syrie, en Afrique du Nord. Ils négocient des traités, ils obtiennent des comptoirs, des privilèges commerciaux et juridiques. Et ça continue avec les Ottomans? Oui, l'Empire ottoman va même systématiser ça avec le régime des capitulations.
Ce sont des accords qui accordent des avantages commerciaux, fiscaux et une protection juridique aux marchands étrangers résidant dans l'Empire. Les Français sont les premiers à en obtenir de très favorables au XVIe siècle, sous François Ier et Soliman le Magnifique. Les Anglais suivent de près, puis les Hollandais. Et ça déclenche une vraie rivalité entre puissances européennes pour le contrôle du commerce du Levant, pour le droit de pavillon, comme on disait. Donc beaucoup de commerce et la diplomatie dans tout ça. Est-ce qu'il y avait des relations diplomatiques établies? Elle existe, mais elle est longtemps assez asymétrique. Les Ottomans reçoivent les ambassadeurs européens à Istanbul, à la Sublime Porte, avec un cérémonial très fastueux, très codifié, qui vise toujours à réaffirmer la supériorité du sultan. Mais eux-mêmes, pendant longtemps, ils ne jugent pas vraiment nécessaire d'envoyer des ambassadeurs permanents dans les capitales européennes. Ça ne commencera vraiment qu'à la fin du XVIIIe siècle. Pour eux, les rois chrétiens sont un peu des vassaux théoriques, ou en tout cas des égaux au mieux. Intéressant cette asymétrie. Alors, on a parlé des échanges, des conflits, parlons un peu plus des regards. À partir du XVe siècle, on voit de plus en plus d'Européens voyager dans l'Empire ottoman et raconter ce qu'ils voient, non? Oui, tout à fait. C'est une source d'information capitale. Un des premiers exemples assez connus, c'est Bertrandon de la Broquière. C'est un chevalier bourguignon envoyé en mission de reconnaissance, un peu d'espionnage en fait, vers 1432. Et son récit est remarquable parce qu'il fait preuve d'une curiosité et d'une ouverture d'esprit assez étonnante pour l'époque. Il observe beaucoup, il décrit sans trop de jugement préconçu. Et après lui, il y en a d'autres. Oui, bien sûr. Au fil des siècles, on trouve toutes sortes de voyageurs. Des marchands qui écrivent leurs mémoires, des diplomates. L'un des plus célèbres, c'est Ogier Ghislain de Busbecq, qui était ambassadeur des Habsbourg auprès de Soliman le Magnifique au milieu du XVIe siècle. Il y a aussi des missionnaires, catholiques ou protestants, des médecins, des savants, des aventuriers. Leurs récits sont une mine d'or, même s'il faut toujours les lire de manière critique, bien sûr. Ils ont leurs propres biais, leurs propres objectifs. Busbecq, par exemple. Qu'est-ce qu'il raconte? Busbecq, c'est passionnant. Il admire beaucoup certains aspects de l'Empire ottoman. L'organisation militaire, la discipline des janissaires, le système de promotion au mérite qui permet à des gens de basse naissance d'accéder aux plus hautes fonctions. Il compare ça, de manière assez critique d'ailleurs, à la noblesse héréditaire et parfois incompétente en Europe. Mais en même temps, il critique violemment le despotisme du sultan, le pouvoir arbitraire, la cruauté parfois. Ces récits, j'imagine qu'ils ont un impact énorme sur la façon dont l'Empire ottoman est perçu en Europe. Ça doit forger une image assez contrastée. Exactement, c'est le mot contrasté. D'un côté, il y a une forme d'admiration, parfois, pour l'ordre, l'efficacité administrative et militaire, la puissance, pour une certaine forme de justice aussi, réputée rapide et impartiale, et même pour la tolérance religieuse relative envers les communautés non musulmanes, les juifs, les chrétiens orthodoxes ou arméniens, les dhimmis qui ont un statut protégé, même s'il est inférieur. Ça pouvait contraster avec les guerres de religion qui déchiraient l'Europe à la même époque. Au point que certains voient l'Empire comme un modèle. Oui, ça arrive. L'humaniste français Guillaume Postel, au XVIe siècle, va jusqu'à parler de la République des Turcs, presque comme d'un idéal politique par certains aspects. C'est assez étonnant. Et de l'autre côté de ce miroir, De l'autre côté, c'est la peur, la diabolisation, surtout dans les régions qui sont directement menacées par l'avancée ottomane, comme l'Empire germanique. Là, le turc devient l'Erbfeind, l'ennemi héréditaire, l'incarnation du mal, de la barbarie, de la menace pour la chrétienté. Il y a une propagande anti-turque très intense qui se développe. À travers des pamphlets, des gravures, des sermons, on dépeint les Ottomans comme des barbares assoiffés de sang, des destructeurs de la foi. et cette propagande, elle a un but précis. Oui, mobiliser l'opinion, justifier les impôts pour financer la guerre, appeler à la croisade. Mais elle cherche aussi à contrer un phénomène qui inquiétait beaucoup les élites européennes, ce qu'on a appelé en Allemagne la Türkenhoffnung, La Türkenhoffnung, c'est-à-dire littéralement l'espoir turc. C'était l'idée qui circulait parfois chez les paysans opprimés par leurs seigneurs ou chez certaines minorités religieuses persécutées, comme les protestants dans certaines régions catholiques, que finalement, le règne du sultan pourrait être préférable, plus juste ou plus tolérant que celui de leur maître chrétien. C'était évidemment intolérable pour les autorités. c'est fascinant cette dualité. Comment ces images si contradictoires, le turc comme modèle d'ordre et de tolérance et le turc comme barbare sanguinaire, peuvent coexister en même temps en Europe?
C'est une excellente question. Je pense qu'elles répondent à des contextes différents, à des publics différents, et qu'elles servent aussi des objectifs différents. L'image de l'autre, ici le turc, sert souvent de miroir, en positif ou en négatif, pour parler de soi-même, pour critiquer ou au contraire défendre certains aspects de la société européenne. Mais au-delà de ces images politiques ou polémiques, il y a aussi chez certains intellectuels européens une vraie curiosité pour la culture, la langue, la religion de l'Empire ottoman. Ah oui. Oui, des humanistes comme Guillaume Postel, dont on parlait, apprennent l'arabe, étudient le Coran. Pic de la Mirandole, en Italie, à la Renaissance, s'intéresse aussi au Coran, aux traditions islamiques. Mais il faut reconnaître que cet intérêt intellectuel reste longtemps assez asymétrique. On trouve assez peu de curiosité équivalente dans le monde ottoman pour la culture, la science ou la pensée européenne avant le XVIIIe siècle, voire le XIXe. Il y a des exceptions notables, bien sûr, comme le grand voyageur ottoman Evliya Çelebi au XVIIe siècle, mais ça reste limité. Tout ça est vraiment complexe. Il y a un épisode qui résume peut-être un peu toute cette complexité, cette rencontre improbable au milieu des conflits. C'est celle entre François d'Assise et le sultan Al-Kamil. Ça se passe en Égypte, en 1219, en pleine 5e croisade. Racontez-nous un peu. Ah oui, l'histoire de François et du sultan. C'est un épisode absolument fascinant et très révélateur de la manière dont les histoires se construisent et se réinterprètent. Alors, le contexte, on est pendant le siège de Damiette par les croisés. François d'Assise, qui n'est pas encore le saint canonisé qu'on connaît, mais le fondateur d'un nouvel ordre religieux, est présent dans le camp croisé. Et là, animé par un désir intense de prêcher la foi chrétienne au sultan, ou peut-être de chercher le martyr, il décide de traverser les lignes ennemies pour aller rencontrer le sultan ayoubide d'Égypte, Al-Kamil. Il traverse les lignes comme ça, en pleine guerre. Wolius, c'est un acte d'une audace incroyable. Il est arrêté, bien sûr, mais il demande à être conduit au sultan. Et Al-Kamil, qui était connu pour être un souverain cultivé, curieux, accepte de le recevoir. Selon les sources qui divergent un peu sur les détails, François lui prêche l'Évangile. Le sultan l'écoute avec courtoisie, peut-être même avec intérêt. François aurait alors proposé une épreuve du feu, passer à travers un brasier pour prouver la supériorité de sa foi sur celle des imams du sultan. Une épreuve du feu. Et le sultan accepte ? Non, le sultan refuse sagement cette proposition un peu extrême. Finalement, après quelques jours de discussion, voyant qu'il ne convertira pas le sultan et que celui-ci ne semble pas non plus décidé à le faire martyriser, François est autorisé à repartir sain et sauf vers le camp croisé, peut-être même avec quelques cadeaux du sultan. Une rencontre absolument incroyable. Mais alors, comment cette histoire a-t-elle été comprise, racontée, utilisée par la suite ? Parce que j'imagine qu'elle n'est pas restée un simple fait divers. C'est là que ça devient passionnant. Au début, pour les témoins directs ou quasi directs, comme Jacques de Vitry, un évêque présent à la croisade qui en parle dans ses lettres, c'est surtout un acte de courage un peu fou, admirable, mais finalement sans grand résultat concret. Une mission vaine, en quelque sorte. Mais très vite, chez les premiers biographes franciscains, comme Thomas de Celano, puis surtout Bonaventure, qui écrit la biographie officielle de François, l'épisode prend une importance énorme. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il représente pour eux ? Aussi son désir ardent de martyr, même s'il ne l'obtient pas. Et il souligne sa capacité à impressionner même un souverain musulman par sa sainteté. Dans les célèbres fresques de Giotto à Assise, la scène de la rencontre et de la proposition de l'épreuve du feu devient une image clé de la vie du saint. L'histoire est donc réinterprétée, magnifiée. C'est une pure invention, bien sûr, mais ça montre comment on adapte l'histoire. Et plus tard encore ? Plus tard, pour les franciscains qui vont s'installer durablement en Terre Sainte et devenir les gardiens des lieux saints, cette rencontre initiale de leur fondateur avec le sultan devient un argument fondamental. Elle légitime leur présence, leur mission pacifique au milieu des musulmans. Et puis, beaucoup plus près de nous, au XXe siècle, des penseurs comme le grand islamologue Louis Massignon ou d'autres vont voir dans cette rencontre un modèle précurseur du dialogue interreligieux, un François pacifiste qui s'oppose à l'esprit de croisade. Une lecture très moderne, peut-être un peu anachronique. Oui, c'est une lecture qui projette des préoccupations du XXe siècle sur un événement du XIIIe. Les sources du XIIIe ne présentent pas vraiment François comme un opposant aux croisades en tant que tel. Mais ça montre la puissance symbolique de cet épisode, sa capacité à être réinterprétée à travers les âges. C'est vraiment une histoire dans l'histoire. Cette rencontre illustre bien la complexité des interactions. Mais globalement, l'équilibre des forces entre l'Europe et le monde ottoman, il ne va pas rester stable éternellement, non ? Non, clairement pas. On peut dire qu'à partir de la fin du XVIIe siècle, le rapport de force commence à basculer assez nettement. Un tournant majeur, c'est le traité de Karlowitz en 1699.
Il fait suite à une grande défaite ottomane face à une coalition européenne menée par les Habsbourg d'Autriche. Et pour la première fois, l'Empire ottoman doit céder des territoires importants et durables en Europe, notamment en Hongrie. C'est le début d'un long reflux. Et qu'est-ce qui explique ce basculement? C'est multifactoriel, bien sûr, mais l'Europe connaît à partir de cette époque des avancées technologiques, scientifiques et militaires, ce qu'on appelle la révolution militaire, qui creuse progressivement l'écart avec l'Empire ottoman, qui a plus de mal à suivre le rythme de ces innovations. Et l'Empire ottoman, comment réagit-il face à ce déclin relatif et à la pression européenne croissante? Il tente de se réformer, de se moderniser. Surtout au XIXe siècle, c'est une période de transformation intense et souvent douloureuse. C'est aussi l'époque où émergent les nationalismes dans les Balkans, au sein des populations chrétiennes de l'Empire, grecs, serbes, bulgares, roumains. Ces nationalismes sont souvent définis par l'appartenance religieuse orthodoxe contre le pouvoir musulman, et ils remettent en cause l'unité de l'Empire. Et l'Empire essaye de contrer ça? Oui, face à ces défis internes et à la pression des puissances européennes qui interviennent de plus en plus, l'État ottoman lance un grand programme de réforme connu sous le nom de Tanzimat, à partir de 1839. L'objectif est de moderniser l'administration, l'armée, la justice, l'éducation, et surtout de tenter de créer une nouvelle forme de citoyenneté ottomane, l'Osmanlik, qui transcenderait les différences religieuses et ethniques pour essayer de sauver l'Empire. Donner l'égalité des droits à tous les sujets, quelle que soit leur religion. Une tentative difficile, j'imagine. Extrêmement difficile. Elle se heurte à beaucoup de résistance. D'abord, de la part des groupes conservateurs musulmans qui voient d'un mauvais œil la perte de leur statut dominant traditionnel. Ensuite, de la part des mouvements nationalistes non musulmans qui ne se satisfont plus de l'égalité et réclament maintenant l'autonomie ou l'indépendance. Et enfin, de la part des puissances européennes elles-mêmes qui soutiennent souvent ces nationalismes pour affaiblir l'Empire et étendre leur propre influence. Le mouvement des jeunes Turcs, à la fin du 19e et début 20e, s'inscrit dans cette lignée pour... Oui, les jeunes Turcs arrivent au pouvoir avec la révolution de 1908. Au départ, ils prônent aussi l'égalité entre tous les citoyens ottomans, musulmans et non musulmans. Mais ils se heurtent très vite aux mêmes contradictions. Les revendications d'autonomie des millets, c'est-à-dire des communautés religieuses non musulmanes, reconnues, grecques, orthodoxes, arméniennes, juives, s'accentuent. Et en même temps, il y a une réaction nationaliste et conservatrice islamique très forte contre les réformes, qui se manifeste par exemple lors de l'incident contre-révolutionnaire de 1909 et les massacres d'Adana contre les Arméniens la même année. Ça montre l'extrême tension de l'époque. Et l'Europe, elle, intervient de plus en plus directement. L'ingérence européenne devient massive au XIXe siècle et au début du XXe. On pense à la crise d'Orient de 1840, à la guerre de Crimée. Puis, c'est la colonisation directe. La France prend le contrôle de la Tunisie en 1881, la Grande-Bretagne occupe l'Égypte en 1882, l'Italie prend la Libye en 1911. La Première Guerre mondiale va porter le coup de grâce à l'Empire ottoman, allié de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Avec le partage prévu de ces territoires? Exactement. Les fameux accords secrets Sykes-Picot, signés en 1916 entre la France et la Grande-Bretagne, prévoient déjà le démembrement des provinces arabes de l'Empire et leur partage en zones d'influence. Ce partage se concrétisera après la guerre, sous la forme du système des mandats de la Société des Nations. La France obtient un mandat sur la Syrie et le Liban, la Grande-Bretagne sur la Palestine, la Transjordanie et l'Irak. C'est une forme de tutelle coloniale qui ne dit pas son nom. Mais en Anatolie, le cœur de l'Empire, ça se passe différemment. Oui, en Anatolie, la tentative de démembrement par les Alliés et la Grèce provoque une réaction nationaliste très forte, menée par Mustafa Kemal Pacha, Atatürk. C'est la guerre d'indépendance turque, entre 1919 et 1922. Elle aboutit à la victoire des nationalistes turcs, à l'abolition du sultanat ottoman en 1922, puis à la proclamation de la République de Turquie en 1923. Et l'année suivante, en 1924, mesure symbolique extrêmement forte, Mustafa Kemal abolit le califat, qui était la dernière grande institution panislamique. C'est un choc énorme pour une grande partie du monde musulman. Et à partir de là, le XXe siècle va complètement redessiner la carte et les dynamiques politiques du Moyen-Orient. Les États-Unis deviennent un acteur majeur, surtout après la Seconde Guerre mondiale. L'État d'Israël est créé en 1948 dans des conditions tragiques pour la population arabe palestinienne, ce qui crée une source de conflit majeur et durable. La crise de Suez en 1956 marque un tournant symbolique dans la décolonisation, avec l'affirmation de l'Égypte de Nasser face aux anciennes puissances coloniales françaises et britanniques. On entre vraiment dans une nouvelle ère.
Et tous les grands débats qui traversent la région aujourd'hui sur la modernisation, l'identité nationale, la laïcité, le rôle de l'islam en politique, la démocratie, et bien sûr la relation complexe avec l'Occident, eh bien, tous ces débats plongent leurs racines très profondément dans cette histoire, longue, mouvementée et souvent douloureuse, que nous venons d'effleurer. 15 siècles d'interaction. C'est vertigineux. Ce qu'on a vu, c'est que c'était vraiment loin d'être simple, hein. Certainement pas juste un choc monolithique, mais pas non plus une coexistence toujours paisible et harmonieuse, loin de là. Il y a eu des guerres terribles, des conquêtes, des justifications religieuses de la violence, utilisées des deux côtés d'ailleurs. Mais aussi, et c'est peut-être ça qu'on retient moins souvent, des échanges constants, profonds, commerciaux bien sûr, mais aussi intellectuels, culturels, des influences mutuelles, des regards qui évoluent, qui se complexifient, et puis des moments de rencontre assez incroyables, presque hors du temps, comme celle de François d'Assise et du sultan Al-Kamil au milieu d'une croisade. Ça montre que l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Tout à fait. Et ce que les sources nous apprennent surtout, je crois, c'est à quel point les perceptions de l'autre sont construites. Elles sont mouvantes, elles dépendent énormément des contextes politiques, religieux, économiques. Elles révèlent ce mélange souvent inextricable de motivations. Alors, peut-être une petite question à méditer pour conclure. Comment est-ce que cette longue histoire, avec tous ces malentendus qui perdurent parfois, mais aussi ces moments de proximité réels ou fantasmés, ces emprunts culturels, mais aussi ces conflits bien réels, comment tout cela continue-t-il de façonner nos regards, nos représentations aujourd'hui? Souvent à notre insu d'ailleurs, et bien au-delà des simplifications ou des clichés qu'on entend souvent dans les médias. C'est une excellente question pour terminer et qui ouvre beaucoup de pistes de réflexion. Merci beaucoup d'avoir exploré ces sources et cette histoire si riche avec nous et à très bientôt pour une nouvelle analyse.